Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo et comme d'hab, dans chaque début de vidéo, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui ont partagé, qui ont commenté les vidéos. Franchement, j'ai eu des commentaires très pertinents. Et d'ailleurs, pour ce faire, j'ai décidé aujourd'hui de diviser la vidéo en deux parties. La première partie, je vais vous faire une présentation d'un genre qui est quand même assez connu dans le milieu des serpents, mais qui reste très intéressant. Et en deuxième partie, je vais répondre à la question d'un abonné, donc c'est Douce Nuit 492, qui m'a posé une question très pertinente sur la DL50 et du coup j'ai décidé de lui répondre. Et aujourd'hui, je vais vous emmener à la découverte du genre Cerastes décrit par Laurenti en 1768. Alors, ce genre de serpent, plus communément connu sous le nom de vipère à cornes du désert du Sahara, fait partie de la grande famille des vipéridés. Pour rappel, dans cette famille, vous avez deux sous-familles. D'un côté, vous avez les crotalinés, qui vont regrouper tous les serpents du genre Crotalus, Trimeresurus, Lachesis et j'en passe, qui sont des serpents à denture solénoglyphes, donc deux crochets à venin mobiles situés à l'avant de la gueule, et qui possèdent également des fossettes thermosensibles, ce qui leur permet de pouvoir repérer leur proie grâce à la chaleur qu'elles émettent. Et de l'autre côté, vous avez les vipérinés. Donc, les vipérinés, où on va avoir le genre Cerastes, mais aussi le genre Bitis, comme les Bitis gabonica, vous allez avoir les Daboia rosselli, vous allez avoir les Vipera aspi, et j'en passe, sont également des serpents à denture solénoglyphes, mais eux ne possèdent pas de fossettes thermosensibles. Ce genre se compose à l'heure actuelle de 4 espèces reconnues. Alors il y a des divergences dans le milieu scientifique et même dans le milieu terrario, où pour certaines personnes, des espèces ne sont en fait que des localités, et pour d'autres, ce sont bien des espèces. Moi, je me base sur les écrits que j'ai trouvés sur Internet, donc je vais parler d'espèces. Il y a d'abord l'espèce sur laquelle je me suis basé aujourd'hui pour faire cette vidéo, à savoir Cerastes. Cerastes, décrit par Linnaeus en 1758. Ensuite, vous avez Cerastes bohemei, décrit par Wagner et Wilms en 2010. Vous avez Cerastes gasperetti, décrit par Leviton et Anderson en 1967. Et pour finir, vous avez Cerastes vipera qui a également été décrit par Linnaeus en 1758. Ces serpents, vous allez le voir, ont une aire de répartition vraiment très vaste. On va pouvoir les retrouver en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. On va pouvoir en croiser au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, en Égypte, au Soudan, au Tchad, au Niger, au Mali, en Mauritanie, au Sahara occidental, en Arabie Saoudite, au Yémen et en Oman. Ce genre de serpent est ce qu'on appelle un genre sabulicole. Ce sont des animaux qui vivent sur le sable, forcément puisqu'ils vivent dans des déserts. Et parce qu'ils vivent dans des déserts, ils ont dû s'adapter à des conditions climatiques quand même assez extrêmes. Comme vous le savez, la journée dans le désert, les températures vont avoisiner les 50 degrés. Par contre, la nuit, on va retomber aux alentours des 20-25 degrés. Donc vous allez avoir un écart de température qui va être de l'ordre de 20-25 degrés entre le jour et la nuit. Ça déjà, il faut le supporter. Mais ces animaux se sont tellement bien adaptés à leur milieu qu'ils ont développé, vous allez le voir, une méthode de déplacement et une méthode de camouflage qui est quand même assez impressionnante. Donc ces serpents vont être à tendance terrestre et nocturne. Effectivement, dans le désert, il fait chaud, donc on préfère sortir la nuit. Par contre, il leur arrive de sortir de jour et on en vient au premier fait intéressant, c'est leur mode de déplacement. Comme vous le voyez dans cette vidéo, ces serpents ne se déplacent absolument pas comme les autres serpents que j'ai pu vous montrer jusqu'à maintenant. Ils se déplacent en zigzag et on a l'impression qu'ils partent en diagonale. En fait, c'est pas pour rien qu'ils se déplacent comme ça. La journée dans le désert, le sable est tellement chaud que vous et moi, nous nous brûlerions les pieds. Pour les serpents, même s'ils ont des écailles, c'est pareil. Si tout leur corps était en contact en permanence avec le sable, ils finiraient par se brûler. Donc ils ont préféré développer un mode de déplacement qui va leur permettre de n'avoir que deux parties du corps en appui simultané sur le sable pendant un court instant, et ensuite c'est deux autres parties qui vont prendre le relais. Ça leur permet de pouvoir se déplacer sans se brûler et sans se blesser. Et pour se protéger de la chaleur écrasante du soleil la journée, ces serpents vont s'enfouir dans le sable. Là pareil, je vous montre une autre petite vidéo et vous allez voir, c'est très intéressant. Donc comme on voit, le serpent fait un mouvement d'ondulation avec son corps, ce qui va faire que le corps va se recouvrir de sable de telle sorte à ce qu'il n'y ait plus que les yeux qui dépassent et qui lui permettent de voir ce qui se passe. Si vous voulez faire l'expérience chez vous, une journée chaude d'été, vous prenez un bac de sable et vous prenez un thermomètre au mercure et vous l'enfoncez d'1 centimètre dans le sable. Vous allez voir que déjà votre température va baisser. Et ensuite, enfoncez-le de 2 ou 3 centimètres et vous allez voir que la température continue à chuter. En fait, le sable va créer une couche de protection autour du serpent qui va lui éviter d'être brûlé.
Ces serpents font généralement entre 60 et 80 cm, et exceptionnellement 90 cm, et sont de couleur sable, justement pour pouvoir se camoufler. Ce sont des animaux qui vont avoir les yeux implantés assez haut sur la tête pour justement voir quand ils s'enfouissent dans le sable, et qui vont avoir une tête assez bien démarquée du corps avec des poches à venin bien développées. Dans le désert, ces serpents vont quand même croiser quelques prédateurs, notamment les fennecs, les chats du désert ou encore des varans. Ces écailles frottées les unes contre les autres vont produire un son qui va ressembler à un souffle assez puissant. Et vous allez voir que c'est assez impressionnant. Donc on a vu le biotope, on a vu la répartition, on a vu le mode de déplacement, la description, le camouflage. Alors on a vu le camouflage pour échapper aux prédateurs, maintenant on va voir le camouflage pour pouvoir chasser. Donc ce serpent, c'est un chasseur en embuscade. Il va se camoufler sous le sable en laissant dépasser que ses yeux. Et là, on a un autre fait intéressant sur cette espèce, c'est qu'elle a une détente hyper rapide. J'ai lu pas mal d'articles dans des forums, notamment anglophones, euh, qui parlaient de ces serpents en captivité, et tous disaient une chose, il vaut mieux pas mettre les mains dans le terrarium d'une Cerastes si on n'est pas sûr de l'avoir repérée. Parce qu'elle nous mordrait et on serait envenimé avant même de s'être rendu compte qu'on s'est fait mordre. En fait, cet animal a une détente hyper rapide, tout simplement parce que dans le désert, il n'y a pas masse de proies comme en forêt tropicale ou en prairie ou en plaine. Non, les proies vont se faire rares. Donc cet animal a développé une détente rapide pour pouvoir justement se saisir de toutes les proies qui vont passer à sa portée. Alors déjà qu'un serpent c'est rapide en temps normal, je peux vous certifier qu'une Cerastes, ça sort quand même du lot. Pour moi, il fait partie du top 5 des serpents avec la détente la plus rapide du monde. Et ça, je vous ferai une vidéo dessus. Donc du coup, le serpent va frapper, et va envenimer sa proie, qui va mourir en quelques minutes, et ensuite va manger. Alors, il va se nourrir d'oiseaux, de mammifères et d'autres reptiles dans la nature. Il y a même des juvéniles qui ont déjà été observés en train de manger des arthropodes. Ils vont bouffer tout ce qui va pouvoir passer à leur portée. Et maintenant, on en vient à la partie reproduction, donc la partie interdite aux moins de 18 ans. Alors, cet animal va avoir un cycle qui est assez commun à tous les serpents, à savoir qu'il va être régi en fonction des saisons, parce que même dans le désert, il y a des saisons. Une fois la période d'hivernation terminée, les femelles et les mâles vont en sortir et vont se mettre en chasse. Donc les femelles vont essayer de se gaver à mort de proie pour prendre du poids. Les mâles vont manger quelques repas, puis ensuite vont se mettre en quête de la femelle. Une fois que l'un va trouver l'autre, ils vont faire ce qu'on appelle un lock, qui va durer souvent plusieurs heures. Et après, chacun va reprendre le cours de sa vie. La femelle va être en gestation pendant 2 mois. Et là, on est sur un fait qui est assez particulier. Chez les vipérinés, généralement, on a affaire à des animaux vivipares qui vont donner naissance à des petits tout faits. Là, on a un genre de serpent qui est ovipare, qui va pondre des œufs. Donc au bout de 2 mois, la femelle va pondre des œufs. Je suis tombé sur l'article d'un éleveur sur internet qui faisait de la reproduction de la sous-espèce Cerastes calarti. Donc il nous détaille sur cet article tous les points clés qu'il a dû mettre en place pour que tout se passe bien. Et il a eu une ponte assez exceptionnelle. Il a eu 21 nœuds. Alors, généralement, cet animal va pondre une quinzaine d'œufs, ce qui est déjà énorme quand on voit la taille du serpent. 60 à 80 cm, c'est pas grand. Donc, trimballer 15 œufs là-dedans, ça va pas être simple. Et là, on a 21 œufs. Et quasiment tous sont arrivés à terme. Donc, une fois que les petits sont sortis de l'œuf, ils vont rester avec leur mère jusqu'à la première mue, puis ensuite, ils vont faire leur live. Mais il y a un autre article qui est sorti sur le nourrissage de juvéniles, et pour moi, ça démontre un gros manque de connaissances vis-à-vis des serpents, où ils disent que pour démarrer les Cerastes, on est obligé de passer par la phase gavage. Alors, c'est là que j'en viens à me poser des questions comme, dans la nature, comment ils font ces animaux-là? Parce qu'il n'y a personne pour les gaver en milieu naturel, donc ils trouvent forcément un moyen de s'alimenter. Et personnellement, je pense qu'on ne développe pas assez les recherches sur le développement des juvéniles en milieu naturel et qu'on en vient à faire des conneries en terrario. Pour moi, un juvénile qui doit être gavé, c'est soit qu'il y a un gros problème de santé derrière, type malformation, soit qu'on n'en sait pas assez sur l'espèce et que du coup, on n'aurait peut-être pas dû la reproduire.
Moi perso, je pense plus que les juvéniles de ce genre dans la nature vont plus être attirés vers des arthropodes que par les rongeurs ou les, les reptiles type petits lézards, tout ça, hein. Ça se voit beaucoup sur pas mal d'espèces où au stade juvénile, les petits serpents mangent des invertébrés et ça change au cours de leur développement. Voilà. Donc pour moi, ça démontre quand même un gros manque de recherche de la part des terrarios, mais c'est à étudier. Et on en vient à la partie qui m'intéresse le plus avec les serpents venimeux, à savoir leur venin. Donc, ce que j'ai trouvé sur Cerastes était assez étonnant, parce que d'un côté, on a une partie de la masse qui nous dit que le venin de Cerastes n'est absolument pas dangereux, que si on a un homme ou une femme en bonne santé, il n'y a pas de risque. Par contre, pour un enfant ou une personne âgée ou ayant des soucis de santé, c'est quand même dangereux. Et de l'autre côté, on a des études scientifiques qui nous prouvent le contraire, mais à 1 million de pourcents, et qui montrent même que le venin de Cerastes est comparable à celui d'Echis. Donc, pour faire le topo, le genre Echis est un des genres qui fait le plus de morts sur la planète après envenimation. Donc voilà, on a deux camps différents, et du coup, pour m'aider, je vais prendre mon petit script et je vais vous en parler un petit peu plus en détail et vous dire ce que j'ai trouvé sur ce venin. Donc, le venin est essentiellement hémotoxique et cytotoxique. Pour rappel, un venin hémotoxique est un venin qui va influer sur la circulation sanguine, donc qui va provoquer la destruction de plaquettes, qui va provoquer des coagulations, qui va provoquer justement l'inverse, un effet anticoagulant, ce qui va provoquer des hémorragies. Enfin bref, c'est pas cool du tout. Rappelez-vous, ma vidéo sur Télotornis, on est sur un venin hémotoxique plus. La mort, c'est une hémorragie généralisée du système. Donc c'est pas cool. Et ensuite, cytotoxique, donc là on est sur des toxines qui vont provoquer la destruction de l'enveloppe des cellules. Donc ça va avoir deux effets. Le premier, c'est que les cellules, quand elles meurent et qu'elles ne se régénèrent pas, on va avoir une nécrose qui va se former et une destruction des cellules. Ok. La deuxième, c'est que ça va faciliter la circulation du venin dans l'organisme en le rendant perméable. Donc ces toxines, ces protéines, tout ça va pouvoir circuler beaucoup plus librement dans votre organisme et faire beaucoup plus de dégâts. Donc généralement le cocktail des deux déjà c'est pas bon. Mais ensuite le venin va induire un effet qu'on appelle néphrotoxique, donc va influer sur les reins. Alors petit cours d'anatomie humaine, les reins c'est quelque chose dans votre corps qui va nettoyer un petit peu votre organisme de tous les déchets qu'il y a, d'accord? Et qui va mettre d'un côté tout ce qui est déchets pour que vous l'évacuiez, et de l'autre tout ce qui est bon pour que vous puissiez le réutiliser dans votre corps. Si jamais ces reins lâchent, donc ces espèces de filtres au final, lâchent, votre organisme va littéralement s'empoisonner. Vous allez développer ce qu'on appelle une septicémie et vous allez en mourir. Donc le venin de Cerastes, qui bousille les reins, va clairement pouvoir vous tuer de manière atroce. Ok. Et pour vous donner un exemple concret, j'ai un ami en Suisse, d'ailleurs si tu regardes la vidéo Anthony, je te remercie de m'avoir donné cette info et je te passe le bonjour, qui m'a parlé d'un accident qui était arrivé à une connaissance à lui, qui s'est fait mordre par un serpent du genre Cerastes quand il était en déplacement parce qu'il était pas photographe animalier, mais il était documentaliste animalier. Et ce monsieur, visiblement, c'est une encyclopédie, donc il sait ce qu'il fait. Et il a été mordu par une vipère du genre Cerastes. Et aujourd'hui, malheureusement, cette personne est obligée de faire des dialyses à vie. Parce que les reins ont été bousillés. Donc vous voyez, c'est assez marrant. Il ne faut pas forcément écouter ce que vous entendez de la part de terrarios inexpérimentés ou de pseudo-herpétologues ou pseudo-zoologues. Non, fiez-vous aux articles scientifiques. Les scientifiques vont étudier le venin, vont étudier les effets, vont étudier tout ce que ça va induire, tout ça. Ne vous fiez pas au on-dit. Hein, parce que vous avez des personnes qui oublient que les serpents venimeux sont capables de faire ce qu'on appelle des morsures sèches, donc il n'y a pas d'inoculation de venin, et où effectivement ça ne va absolument rien engendrer sur l'organisme. Par contre, si vous vous faites mordre et qu'il y a envenimation, ça va être beaucoup moins drôle pour vous. Voilà. Donc, pour moi, c'est un animal qui n'est pas à prendre à la légère, hein, clairement. J'ai réussi à trouver le tableau des symptômes d'une envenimation par ce genre, c'est vraiment pas cool. Donc quand j'entends dire que ce venin n'est pas dangereux, moi ça me hérisse un peu le poil personnellement. Donc ce venin va pouvoir créer une coagulopathie. Alors je vais vous donner la définition que j'ai pu faire en la vulgarisant au maximum.
Donc une coagulopathie, donc anomalie de la coagulation du sang. Une fibrinolyse accrue, processus de destruction des déchets et caillots de fibrine dans le système sanguin. Donc en clair, le processus de destruction des déchets à l'intérieur de votre organisme ne va plus être assuré et vous allez avoir des caillots de fibrine. Donc des caillots, c'est des agrégations de sang qui vont se faire dans vos artères et dans vos veines. Et ça, si ça remonte dans les poumons, vous allez faire une embolie pulmonaire et vous allez pouvoir en crever. Donc ça, c'est pareil, c'est pas anodin, hein. Ensuite, thrombocytopénie. Donc ça, c'est un trouble dû à la baisse du taux de plaquettes dans le sang. En clair, les plaquettes, c'est quelque chose qui va vous permettre d'éviter de vous vider de votre sang. Quand vous vous coupez, quand vous avez une blessure, les plaquettes vont venir combler cette blessure, d'accord? Vont venir faire un espèce de pansement biologique. Si jamais elles peuvent plus faire ce pansement, ben vous allez vous vider de votre sang en permanence. Ok? Une anémie hémolytique micro-angiopathique, donc là on est sur une destruction des globules rouges. Ça clairement c'est pas cool. Et ensuite, une insuffisance rénale aiguë. Donc c'est ce que je vous disais. Et là, du coup, je l'ai défini par trouble des reins qui, s'il est pris à temps, est soignable. Mais vu qu'une insuffisance rénale aiguë à détecter, c'est très long et des fois c'est même indétectable, ben, vous allez avoir les reins qui lâchent et soit vous allez faire des dialyses à vie, soit vous allez en crever. Donc non, clairement, le venin du genre Cerastes n'est pas à prendre à la légère. D'accord? C'est un animal qui peut inoculer quand même de bonnes doses de venin. Dans un autre article que j'ai trouvé, et de toute façon je vous mets les screens, on est sur des plages comprises entre 19 et 100 mg de venin inoculé sur une morsure. Et on estime qu'aujourd'hui la dose mortelle pour un homme, elle est comprise entre 40 et 50 mg. Prenez pas ce serpent à la légère. C'est vraiment pas un animal qu'il faut sous-estimer, clairement. Je veux pas le diaboliser, je veux juste vous mettre en face de faits réels. Parce que quand j'entends dire que certaines espèces ne sont absolument pas dangereuses pour l'homme, et quand je vois faire certains terrarios avec ces espèces-là, moi ça me hérisse le poil, et personnellement je pense qu'en tant que youtubeur et en tant que passionné de reptiles et d'herpétologie, je me dois de vous raconter la vérité. Et en dernier point, je vais aborder la DL50. Donc la DL50, elle a été estimée en intraveineuse à 0,4 mg par kilo et à 3 mg par kilo en sous-cutané. Donc en intraveineuse, on estime que 0,4 mg de venin par kilo vont être suffisants pour tuer un animal d'un kilo. Et en sous-cutané, 3 mg de venin vont être suffisants pour tuer un animal d'un kilo. Voilà. Donc clairement, ce serpent, qui est souvent sous-estimé, n'est pas à sous-estimer. Pour que certains scientifiques en viennent à le comparer à Ikis, c'est qu'il est à prendre avec des pincettes, littéralement. Donc ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur certaines chaînes YouTube ou alors même dans des grands reportages faits par des grandes maisons de reportage telles Nat Geo par exemple. Quand on vous dit que ces animaux ne sont pas assez étudiés, que leur venin n'est pas assez étudié, c'est parce que d'une, il y a beaucoup de personnes qui ne s'y intéressent pas et n'ont pas envie d'étudier, et ça c'est elles que ça regarde. Mais ensuite, si ces personnes-là vont affirmer des choses sur ces animaux-là alors qu'ils ne les connaissent absolument pas, c'est dangereux. Moi, quand je vois sur des forums, bon ça date, hein, mais quand je vois sur des forums que des gens veulent se lancer avec de la Cerastes, perso ça me hérisse le poil, clairement c'est une mise en danger. J'ai des serpents à la maison qui sont assez énervés, mais ça n'a rien à voir avec ce genre-là. En plus ça, ce serpent ne tient absolument pas au crochet. Donc vous allez galérer pour les manipulations. Les contentions, c'est des animaux qui sont tout petits et qui ont un comportement que vous n'allez pas pouvoir anticiper parce qu'ils vont être là, posés, tranquilles, pépouses, puis d'un coup ça va strike. Personnellement, pour moi, c'est pas des serpents qui devraient être maintenus en captivité par des particuliers. C'est des animaux qui potentiellement peuvent vous tuer. Donc voilà. Après, comme je le répète dans chacune de mes vidéos, je ne veux pas diaboliser les serpents, c'est pas le but. Je veux juste vous donner des infos qui sont claires, qui sont vérifiées, qui sont vérifiables et auxquelles vous pouvez avoir accès. Voilà, c'est tout. J'en viens maintenant à la deuxième partie de la vidéo, à savoir les réponses aux questions d'un abonné. Alors, je tenais déjà à te remercier 12 492 pour tes questions, elles sont très pertinentes
Et pour replacer un peu tout le monde dans le contexte, tu les as postés sous la vidéo. Comprendre la DL50 en 5 minutes. Alors c'est vrai que c'est un sujet assez complexe pour pouvoir l'expliquer en 5 minutes. Mais du coup, je vais détailler un petit peu plus. Ta première question, c'est à quoi ça sert? Alors, ça va tout simplement servir à pouvoir établir une échelle de toxicité pour pouvoir déterminer quelle substance est la plus toxique et quelle substance est la moins toxique. Derrière, ces expériences vont pouvoir permettre aux scientifiques de lancer des protocoles d'études et de recherche pour savoir comment va se développer la toxine, comment elle va agir sur l'organisme et comment on peut la contrer ou alors comment est-ce qu'on peut éviter d'être en contact avec. Je vais te donner un exemple concret. Il y a quelques mois, il y a des personnes qui ont été atteintes de botulisme suite à l'ingestion de sardines dans un bar. Le botulisme, c'est un effet dû à la toxine botulique qui aujourd'hui est la substance étant connue comme la plus toxique sur la planète. D'accord? Et bien grâce à cette étude, ils ont pu mettre en place un protocole pour soigner les gens et leur éviter une mort atroce. D'accord? Mais ça permet aussi aux scientifiques de pouvoir mettre en place tout un protocole de sécurité sanitaire dans le cas de la toxine botulique. C'est-à-dire que la toxine botulique, on sait que ça se développe si certaines conditions sanitaires et agroalimentaires ne sont pas respectées. Donc, en respectant ces conditions-là, la toxine ne se développera pas. Par contre, vu que le barman n'a absolument, enfin le barman, le tenant du bar, n'a absolument pas respecté les conditions sanitaires, la toxine s'est développée et il a empoisonné plusieurs personnes. D'accord? Pour le côté un petit peu historique, de base, la DL50, elle était faite pour les substances qui pouvaient être ingérées et pour les irradiations. C'est pour ça qu'on parle d'une échelle de poison. D'accord? Et plus tard, ça a été adapté pour les venins de serpent. Ça, c'était pour le à quoi ça sert. Maintenant, injecter du venin de serpent. Alors, comme je te le disais, la DL50 de base, elle a été créée pour tout ce qui pouvait être ingéré ou l'exposition aux irradiations. Maintenant, le venin de serpent, déjà, c'est quelque chose qui est très complexe dans le sens où on connaît peu de choses sur cette substance-là. Mais ensuite, c'est quelque chose qui va pouvoir être digéré. Donc, si on le donne à manger ou à boire à des organismes vivants, il y a très peu de chances qu'ils subissent une envenimation puisque le venin va être digéré par l'estomac. Et ça rejoint une autre étude qui a été faite où il y a des scientifiques qui suggèrent qu'en fait le venin est un dérivé de substances pancréatiques. Mais là, je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que c'est très complexe et je suis encore en train de lire à ce sujet-là. Donc je préfère ne pas dire de conneries. Mais voilà. Donc ça c'est le premier point de pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ingérer le venin au sujet test. La deuxième chose, c'est parce que dans la nature, le venin, il est inoculé par les serpents. D'accord? Les proies vont pas se retrouver à devoir avaler le venin de serpent pour pouvoir subir une envenimation. Donc si on utilisait un autre procédé, on fausserait le test. On serait pas sur les bonnes données. Alors que là, en injectant ce venin, c'est comme si un serpent faisait une inoculation et ça permet vraiment de voir les effets à travers l'organisme et de pouvoir on va dire, classifier la dangerosité du venin. Ok. Ensuite, comme pour la toxine botulique, une fois qu'on a les DL50 sur ces venins, alors pareil à savoir que les DL50 vont varier en fonction de plein de facteurs différents, parce que tu vas avoir du venin qui va être dilué avec différentes substances, qui va être inoculé à des sujets tests, mais qui peuvent présenter déjà quelques différences physiologiques, des petits soucis de cœur, des petits soucis d'estomac, de foie, enfin. Donc on va avoir des chiffres qui vont varier. Mais derrière, grâce à cette étude, les scientifiques vont pouvoir développer tout un protocole d'étude sur le venin, donc sa composition, ses effets, comment créer un sérum antivenimeux, est-ce qu'il y a besoin d'un sérum antivenimeux ou est-ce qu'on fait un traitement symptomatique, enfin, et ça va pouvoir permettre de sauver des vies. Voilà. Donc là, je ne vais pas manger sur la troisième question parce que je suis en train de manger dessus, mais voilà pourquoi est-ce qu'on inocule du venin à des sujets tests en laboratoire. Tout simplement pour respecter le processus naturel des choses et pas fausser l'expérience. Troisième question, mais pourquoi vouloir une DL50? Donc ça, comme je te l'ai dit, la réponse dans la première question, tout simplement pour avoir cette échelle de toxicité des substances et pour savoir justement quelle substance va représenter un réel danger pour nous
et quelles substances ne présentent pas forcément de danger. Dans cette échelle de DL50, pour te donner un autre exemple, tu vas retrouver la nicotine, la caféine, le sel de table, la vitamine C et l'eau. Pourtant, c'est des choses avec lesquelles tu vas être en contact tous les jours, enfin, ou quasiment tous les jours. Ça dépend si tu bois du café, si tu es fumeur ou pas. Mais le sel de table, la vitamine C et l'eau, euh, personnellement, moi j'y suis en contact quasiment tous les jours. Et pourtant, c'est des substances qui peuvent présenter une toxicité pour l'organisme en fonction de la concentration. Donc, on sait, grâce à cette échelle, que des substances peuvent présenter une toxicité, mais ne vont pas forcément engendrer la mort, puisqu'il va falloir les consommer dans des proportions phénoménales. Par contre, d'autres substances vont présenter une toxicité qui, elle, va être dangereuse parce qu'il n'y aura pas besoin d'énormément de concentration de substances pour pouvoir provoquer la mort. D'accord? Donc voilà pourquoi est-ce que les scientifiques ont voulu avoir une DL50. Mais après, tu as aussi la DL100. Et la DL100, c'est la dose létale sur le 100% des individus. Le seul problème, c'est que je ne trouve pas beaucoup de références à la DL100 dans mes recherches sur les venins de serpent. J'en trouve plus par rapport à la DL50. Donc c'est pour ça que je me réfère à la DL50. Mais voilà, faut te dire que cette fameuse DL50, c'est le point de départ d'une étude beaucoup plus poussée derrière et ça permet de mettre au jour si des substances sont toxiques ou pas. Je te donne un autre exemple sur un truc qui fait pas mal polémique en ce moment, les pesticides. Les pesticides sont passés au crible à la DL50 et on sait qu'il y a des pesticides aujourd'hui qui représentent un danger à très long terme sur l'organisme parce que leur toxicité va engendrer des problèmes mais des années plus tard. Alors que la concentration toxique sur la DL50, elle est quand même grosse. Donc, si tu veux, on a repris ces trucs-là pour faire des études dessus et maintenant on sait tout ça. Donc voilà. Voilà pourquoi est-ce qu'on veut aujourd'hui une DL50. Après, par rapport au fait d'inoculer ça ou de faire ingérer ça à des sujets tests en laboratoire, il faut savoir que l'OCDE a demandé en 2001 pardon, à ce qu'il y ait une réduction du nombre de sujets tests, donc passer de 30 à 20. Et en 2004, il me semble, ils ont demandé à trouver d'autres solutions que la DL50 parce qu'ils prenaient en compte la souffrance animale. Mais à ça, je te répondrai, malheureusement, les avancées de la science se sont toujours fait avec de la casse. Et alors, je suis d'accord avec toutes les personnes qui disent que c'est malheureux et c'est cruel de faire subir ça à des animaux qui n'ont rien demandé. Euh, mais ça, c'est un sujet d'éthique. Et personnellement, moi là-dessus, je préfère pas avoir d'avis sur ma chaîne parce que d'un côté, je suis partagé, je me dis putain, c'est des pauvres animaux qui ont rien demandé qui meurent, mais il y a un autre côté de moi qui se dit grâce à leur mort, on va pouvoir sauver des vies en fait. Et enfin voilà, je suis très partagé sur cet avis-là et j'ai pas de position par rapport à cet avis-là. Donc quel intérêt SVP? J'aimerais comprendre pourquoi on paye ce genre d'expérience. Alors, pourquoi on paye ce genre d'expérience? Déjà, comme je te l'ai dit, pour sauver des vies. Parce que grâce à cette DL50 aujourd'hui, on sait à peu près quelle substance va être hyper nocive pour l'organisme et quelle substance va être beaucoup moins nocive pour l'organisme. Pour faire avancer la science, je vais te donner l'exemple du venin de Crotalus, qui à l'heure actuelle est étudié pour la lutte contre le cancer du sein et ils font des grandes avancées grâce au venin de Crotalus. Bon, après, tu as le côté un petit peu plus fric que j'apprécie pas du tout, mais pour créer aussi tout ce qui va être de la cosmétique, des produits de beauté, des conneries. Et justement, autre exemple concret, tout à l'heure je te disais que la toxine botulique, c'est la substance la plus toxique sur la planète à l'heure actuelle. Mais est-ce que tu as déjà entendu parler du Botox? Et le Botox, c'est un dérivé de la toxine botulique. En fait, si tu veux, alors après moi je m'y intéresse pas trop, mais si tu veux, ils ont rendu certaines parties de la composition de la toxine botulique inefficaces. Et par contre, ils se sont rendus compte que il pouvait y avoir un usage en cosmétique. Donc là, c'est clairement une question de fric. Et ça, personnellement, je trouve qu'on pourrait s'en passer, tu vois. Mais après, les venins de serpent et les venins d'animaux en général, c'est plus utilisé dans tout ce qui va être médicaments, soins. Parce que tu regardes, autre exemple,
le venin de Daboia Rosselli, t'as une partie du venin qui est utilisée pour pouvoir faire des tests, pour dépister si tu as des caillots de sang dans l'organisme et t'éviter une embolie pulmonaire. Et puis tu as plein d'autres utilisations du venin de serpent. J'ai fait la vidéo sur l'Achesis muta. Tu as l'utilisation de son venin pour créer des traitements contre des pathologies qui sont même des pathologies mentales. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on paye ce genre d'expérience. Alors après, effectivement, voilà, le fait de se servir d'animaux de laboratoire et de tuer des animaux de laboratoire pour pouvoir déterminer cette toxicité, c'est malheureux. Ça, je reviens pas là-dessus. Mais malheureusement, c'est ce qui fait avancer la science. Donc voilà. Mais j'espère avoir répondu à tes questions. Si jamais il y a des réponses qui n'ont pas été très claires, n'hésite pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo. Hein. Mais voilà à quoi sert la DL50, voilà pourquoi est-ce qu'on veut une DL50, pourquoi est-ce qu'on inocule du venin de serpent, et pourquoi est-ce que tout ça existe. Sur ce les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, si le contenu vous plaît, allez voir le reste de ce qu'il y a sur la chaîne. Il y a des anciennes vidéos que je vais reprendre, notamment celle sur Calliophyse bivirgatus, parce que j'ai fait pas mal de recherches dessus, et du coup, ma compréhension du venin, de son fonctionnement, de sa composition a évolué au fur et à mesure de mes recherches. Mon ancienne vidéo me plaît plus, donc je vais la recommencer. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Laissez des questions en commentaire si vous voulez que j'y réponde, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, je tenterai d'y répondre du mieux que je peux. Je rappelle d'ailleurs que je ne suis pas scientifique dans le milieu, je suis juste un passionné qui fait des recherches. Donc si jamais ça peut m'arriver, je dis une connerie, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire, hein, je continuerai à pousser mes recherches. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes sur le monde fascinant des serpents. Ciao, à plus.